Bonsoir, Serge Tisseron, vous êtes psychiatre, docteur en psychologie, membre du Conseil national du numérique. Certains vous appellent le psychiatre des écrans. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous voyez, je ne souffre pas trop des écrans ici. Mais non, ça va, il y en a plein ici. Et l'émission s'appelle Clic, donc on est vraiment dans les écrans total. Il y a 15 ans, la Suède avait pris la décision de remplacer les manuels scolaires par les écrans. Face au recul de compétences des élèves en lecture et en compréhension, le gouvernement a décidé de faire marche arrière. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors c'est très spectaculaire, c'est sûr, mais il ne faut pas qu'on en tire des conclusions trop hâtives sur l'utilité des outils numériques à l'école. Il faut comprendre que la Suède avait introduit les outils numériques de façon massive en chassant complètement les livres papier et même l'écriture, puisque les enfants ont été invités à écrire sur des tablettes. Et cela s'est fait brutalement. Et donc du coup, on a un effet tout aussi brutal, mais en sens contraire. Et le problème quand même, il faut le reconnaître, c'est qu'en France, les tablettes ont aussi été introduites sans recul, sans travaux scientifiques sur lesquels s'appuyer. Si vous voulez, pourquoi elles ont été introduites si vite en France, comme d'ailleurs en Suède? Eh bien, pour des raisons électorales, parce que c'est facile de dire, voilà, inégalité sociale, on distribue les tablettes à tout le monde, et puis pour des raisons économiques, puisqu'en élémentaire, les livres sont normalement donnés, on donne plus de livres, on donne des tablettes. Donc une décision politique qui a été brutale en Suède, qui a quand même été brutale aussi en France, même s'il a été moins, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas une raison pour rejeter les tablettes dans les poubelles. Il faut réfléchir à quels usages sont le mieux indiqués, à quels usages sont le moins bien indiqués. Est-ce que vous, en tant que psychiatre, vous voyez des conséquences sur l'utilisation des écrans chez les jeunes et même chez les moins jeunes? Oui, alors chez les très jeunes enfants, la littérature est accablante pour l'introduction des outils numériques. Si en 2007-2008, j'ai lancé le slogan « Pas d'écran avant 3 ans » et donc pas de télé avant 3 ans, mais globalement éviter les écrans, c'est pour cette raison-là. On sait que les enfants ont besoin d'interagir avec un humain, les mimiques, les gestes, les attitudes, voilà ce qu'on fait ici. Les gens nous regardent l'écran, ils ne tournent pas le dos à l'écran, ils ont envie de nous voir. Donc les bébés, ils ont besoin d'interagir et les écrans les immobilisent, les fascinent et les détournent de toutes les interactions humaines. Après, dans l'introduction des outils numériques à l'école, c'est assez compliqué. Je vais vous donner quand même 2 références scientifiques qui sont importantes, très vite. La première, c'est que l'introduction des outils numériques pour la lecture avantage les très bons lecteurs, mais désavantage les moins bons lecteurs. Donc, si on veut que tous les enfants sachent bien lire, il vaut mieux retarder les outils numériques. Puis la deuxième chose, c'est que les outils numériques facilitent ce qu'on appelle la mémoire d'association, la mémoire associative, c'est-à-dire, vous savez, il y a des hyperliens. Donc, il y a des mots, des fois, qui apparaissent soulignés, on clique dessus, on va ailleurs. Et ça, c'est très bien pour développer la mémoire interactive, mais en revanche, les tablettes ne favorisent pas la mémoire narrative. Or, la mémoire narrative, c'est ce dont les enfants ont besoin. On parle toujours dans les classifications PISA de chute de grammaire, de difficultés en orthographe, de difficultés en oralité, mais le problème, encore pire, c'est la compétence narrative. Les enfants ne savent pas raconter. Or, pour apprendre à raconter, il faut d'abord lire, intégrer ce qu'on a lu, comprendre les relations. Vous savez, mais où est donc Ornicard, comme on a appris chacun à l'école. Et ça, les tablettes ne permettent pas pour les plus jeunes. Vous n'avez pas fait ça, mais où est donc Ornicard? Cherchez Ornicard, vous le trouverez. Non, ce qui est intéressant, c'est que cette émission, elle s'appelle Clic et elle décortique toutes les choses sur lesquelles on peut cliquer. Les films, les séries, les documentaires. Et quand on a accès à une infinité de contenus, quand on est même un enfant, d'histoires, de films, de séries, on n'a pas le sens de la narration, c'est ça que vous dites? Exactement. Parce que on connaît... Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord à côté de nous. On sait que ce qu'on assimile bien, c'est ce qu'on reformule. C'est pour ça que, dans le cadre de 3-6-9-12, l'association que j'ai fondée, on invite beaucoup les parents à inviter les enfants à parler de ce qu'ils ont vu sur les écrans. Pas pour savoir si ce qu'ils ont vu, c'est légitime ou pas, c'est moral ou pas, mais simplement pour amener les enfants à construire des phrases. Si vous voulez, on n'apprend pas à parler en lisant. On apprend à parler en parlant de ce qu'on a lu. On n'apprend pas à parler en regardant un film. On apprend à parler en racontant ce qu'on a vu au cinéma. Et d'ailleurs, vous savez, ça nous fait vachement plaisir de raconter ce qu'on a vu au cinéma. Alors, qu'est-ce que vous avez vu au cinéma récemment? Ah, qu'est-ce que j'ai vu récemment? Alors, qu'est-ce que j'ai vu récemment? Ça va me poser une colle. Les Gardiens de la Galaxie. Gardiens de la Galaxie, très dur pour le cœur. Très bien, il fait mal au cœur, mais les deux. Sama, vous n'êtes pas d'accord?
Non, je suis d'accord, mais je pense que des fois, il y a des facteurs confondants, parce que quand on regarde l'effet des écrans chez les enfants, il faut se dire de quels enfants il s'agit, de quelle famille il s'agit. Parce qu'on peut aussi se demander quel type et quelle pression sociétale vivent les familles qui laissent leurs enfants devant les écrans. Et donc aussi, ce qu'on observe, en fait, chez l'humain en général, on peut passer à côté de beaucoup de facteurs. Donc, je veux bien dire qu'il y a tel effet, mais d'abord, bien situé de quel enfant il s'agit et à quoi se substitue l'écran aussi. Oui, alors ça, bravo, merci de le dire. Alors, on quitte le domaine scolaire et le domaine de la Suède, hein, mais effectivement, on s'aperçoit aujourd'hui que le problème principal des écrans sont les inégalités sociales. C'est-à-dire que l'important, c'est qu'un enfant ait un interlocuteur et qu'il ait des jouets. Il y a des milieux sociaux favorisés dans lesquels les parents s'arrangent pour que l'enfant ait un interlocuteur. Si ce n'est pas eux, ils payent quelqu'un. Les parents s'arrangent pour que l'enfant puisse avoir des activités alternatives aux écrans. On l'inscrit en club de théâtre le lundi, en club de manga le mercredi. Mais dans les milieux populaires, dans les milieux désargentés, non seulement souvent la télévision marche toute la journée, parce que souvent c'est la seule occupation de gens qui ont la boule au ventre et qui ont l'angoisse, voilà. Et l'enfant, et on mange des gâteaux secs. Voilà, l'enfant devant. Alors tous les programmes ne sont pas excellents, hein, il faut bien le dire. Voilà. Donc du coup, l'enfant est un dommage collatéral. Mais aussi, ces parents-là n'ont pas la possibilité de payer aux enfants des activités alternatives. Donc il y a un gros problème aujourd'hui d'inégalité sociale qui ne pourra pas se résoudre par des décisions nationales et des injonctions à utiliser moins les écrans. Il faut que cela relève de la politique de la ville, qu'il y ait beaucoup plus d'espaces de jeu encadrés avec un tarif correspondant à ce qu'est aujourd'hui le tarif de la cantine scolaire, c'est-à-dire adapté aux revenus des parents. Et vous savez, on milite pour que les cours de récréation des écoles, les gymnases des écoles soient ouverts le samedi et le dimanche, que tous les espaces sportifs soient ouverts le samedi et le dimanche. Ça changerait la vie de beaucoup d'élèves qui passent déjà en CM1, CM2, tout leur samedi, tout leur dimanche sur les jeux vidéo, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Mais les jeux vidéo, c'est super aussi. Super. Alors ça apprend beaucoup de choses, mais pas quand on y passe tout son samedi et son dimanche. Ceci dit, moi j'adore les jeux vidéo. Vous jouez ? Ah ben oui, ça j'y joue. Vous jouez à quoi en ce moment ? Alors je joue à des vieux jeux, ça ne va pas vous étonner, parce qu'on n'a qu'une compétence, je joue à Age of Empires, et puis je joue à Assassin's Creed d'origine. Pas mal. Vous devriez faire le dernier Zelda, je vous conseille. Ah ben c'est mes enfants qui le font, donc je le regarde derrière eux. Donc vous laissez vos enfants aller sur les écrans quand même. Oh ben alors c'est pas une totale interdiction. Il n'y a pas d'interdiction à ce qu'ils y aillent. Simplement, il y a des tranches horaires qu'il faut essayer de respecter, et puis on discute ensemble, dans le meilleur des cas, de ce qu'ils ont vu quand ils acceptent, parce que c'est parfois Pauline, une dernière question. Oui, et je me demandais quels étaient les effets de ce déficit de la narration. Le fait que nos enfants ne sachent plus raconter, quel impact ça peut avoir sur la société? Un déficit social énorme, ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Compétences psychosociales, il y a une composante cognitive, savoir contrôler ses impulsions, pas exploser à tout moment. Il y a une composante émotionnelle, c'est-à-dire être capable de contrôler ses émotions, de les raconter. Pour raconter ses émotions, il faut avoir du vocabulaire, on s'appuie sur le récit qu'on fait des émotions des personnages vus au cinéma. Il a été en colère pour telle raison, pour ensuite raconter ses propres émotions. Et puis il y a une composante sociale, être capable de mener un discours constructif. Or pour ça, il faut du langage. Et si vous voulez, quand vous savez raconter, vous aurez toujours des amis, vous draguerez sans problème, hein, parce que savoir raconter quand même, personne ne me contredira, c'est vachement utile. Et puis vous séduirez un employeur, et puis vous aurez des relations. Donc la compétence narrative, elle est vraiment fondamentale. Et les écrans ont beaucoup d'avantages, mais il y a quelque chose qu'ils n'aident pas, c'est la compétence narrative. Donc il faut savoir raconter, mais il ne faut pas se la raconter. Merci beaucoup, Serge Kisson, merci.